Alors, je vais enchaîner avec quelques points sur le vécu des patients, le vécu des oncologues, et qu'est-ce qui fait finalement que c'est difficile et particulièrement difficile. Et puis après, on essaiera d'ouvrir à des situations cliniques, les vôtres si vous en avez, éventuellement les vôtres si vous n'en avez pas, et les vôtres ce serait mieux. Alors, quelques rappels qui sont, vous savez que l'énorme avantage des psys, c'est qu'on entend en fait ce que les patients n'osent souvent pas dire aux oncologues, aux équipes soignantes, et ce qui a été difficile, et une des grandes questions autour de la sexualité, c'est un vécu de frustration de n'avoir justement pas eu de réponse aux questions ou de n'avoir même pas pu poser la question. Ça, c'est une première chose qui ressort. C'est des vécus émotionnels, et c'est non seulement un vécu émotionnel, mais l'émotion difficile de n'avoir pas pu exprimer le vécu difficile, avec des patients pour lesquels, dans un certain nombre de cas, les questions qu'on leur pose, notamment sur leur état psychique ou sur éventuellement la sphère psycho-relationnelle et psychosexuelle, sont des questions fermées. Est-ce que tout va bien? Oui, a priori. Donc, il est extrêmement difficile globalement en médecine de poser des vraies questions ouvertes, mais particulièrement sur un sujet sur lequel on a une gêne sociale, où on a tendance à ce moment-là à se protéger en fermant la question. Donc c'est difficile pour les patients de ne pas réussir à en parler avec un certain nombre d'émotions, là aussi classiques, qui n'incitent pas à parler et qui sont en plus, qui vont mettre d'autant plus l'oncologue en difficulté ou le soignant en difficulté en face, exprimer de l'incertitude là où au contraire la communication est placée sous une recherche de certitude, exprimer des choses dont on a honte, exprimer éventuellement qu'on a du ressentiment par rapport aux effets secondaires du traitement, alors même qu'on a demandé le traitement et alors même qu'on est plutôt content qu'il y ait eu le traitement. Donc essayer d'exprimer comme ça ce double mouvement, oui c'est très bien que j'aille mieux, mais c'est pas facile du tout. C'est des patients qui vont venir avec une image d'eux-mêmes souvent extrêmement dégradée, et là encore c'est difficile à exprimer lorsque techniquement le résultat est supposé bon mais que le patient n'est pas content. Une cicatrice magnifique, par exemple, vous avez tous entendu parler ce terme, une cicatrice magnifique. Je ne sais pas comment une cicatrice peut être magnifique en soi. Et à l'inverse, il y a des patients qui, quelquefois, s'accommodent avec leurs résultats esthétiques et sont complètement déstabilisés par un jugement, pour le coup, objectif sur la qualité de la cicatrisation. Ça veut dire, mais c'est vraiment pas beau ça, alors que le patient trouvait que c'était pas si mal. Voilà, donc, cette image de soi, c'est difficile de construire un vécu commun. Et puis, dans les choses qu'il rapporte, c'est la violence de certains mots. Alors, autour du mot de castration, tout le monde le sait, mais ça traîne encore. Bien sûr qu'on on en parle en parlant de castration chirurgicale ou de castration hormonale, mais il n'empêche que ça résonne avec d'autres choses. Et puis, il y a une autre chose que racontent les patients, c'est la violence quelquefois non-verbale, qui là aussi traduit une gêne à aborder le sujet. C'est par exemple le dossier qu'on referme en disant, et finalement, votre relation de couple, ça se passe bien? Ce qui est doublement violent, puisque quelque part, je signale que l'entretien est fini, et en plus, je pose une question fermée. Et le patient bien élevé, qui sait qu'il y a 10 patients dans la salle d'attente, il dit oui, tout va très bien. Pour autant, ces patients-là abordent rarement d'eux-mêmes le sujet, et ont des tas de raisons de ne pas le faire. La gêne, la honte, quelquefois, l'idée que ça ne va pas intéresser les soignants, la peur de décevoir. Il a fait d'énormes efforts pour me traiter, j'ai bénéficié d'un traitement tellement bien, et là je vais dire que je ne suis pas content. Comment c'est possible d'assumer ça? Le manque de temps, ça on en a parlé. La focalisation sur le cancer et le traitement, on va le voir dans la communication, mais qui est que lorsqu'on montre à un patient qu'on a une communication sur un seul canal, qui est la maladie, c'est pas du tout si simple pour lui d'ouvrir un autre canal sur la vie sexuelle ou relationnelle. Et puis, il y a des patients qui vont tout simplement penser qu'ils vont avoir une espèce de perte d'espoir, penser que de toute façon, ça ne peut pas aller mieux, se résigner, une espèce de fatalité, de toute façon. Il y a encore des patients qui pensent qu'on ne peut plus avoir de vie sexuelle après le traitement d'un cancer et que ça va rester comme ça. Alors, ce qui fait que c'est compliqué, ça c'est vrai pour globalement la communication. Mais c'est qu'il faudrait effectivement, lorsqu'on est soignant, avoir la certitude que ce qu'on propose est le meilleur. Et on va essayer de faire le bon diagnostic, on va essayer de faire le bon traitement, parce que l'objectif principal est de maîtriser la maladie. Et en face, le patient aura peut-être un vécu un peu différent, et on va en même temps non seulement demander à être certain de ce qui est bon, mais à être empathique avec le patient qui éventuellement pense des choses différentes, et en tout cas n'a pas forcément les mêmes axes de priorité. Et
donc c'est vrai que c'est très paradoxal, et pourtant c'est essayer de comprendre ce qu'attend le patient qui va vraiment orienter le projet de soins et faire que ça va devenir le bon projet pour ce patient. Alors ça s'applique à la communication générale, ça peut s'appliquer à certains choix thérapeutiques, lorsqu'on a des traitements plus ou moins mutilants, par exemple, avec des perspectives de survie globalement similaires. Mais voilà, ceci pour reconnaître qu'effectivement, c'est vraiment compliqué, c'est pour ça que c'est bien que nous soyons tous là. Et c'est pour ça qu'on a encore tous beaucoup de travail collectif à faire pour trouver comment améliorer la formation et comment faire que ce soit moins difficile. Alors, ce qui va se passer quand on est soignant, comme justement c'est compliqué, c'est des comportements de mise à distance et d'évitement. Il n'y a pas plus fort qu'un soignant sur l'évitement. C'est à croire qu'on apprend ça tout petit. Le premier évitement, c'est le canal sélectif d'attention. Donc, c'est la focalisation sur le somatique. Et quand quelque chose d'autre arrive sur le côté de psychique ou d'émotionnel, surtout on se recentre sur le somatique. Une copie d'ailleurs, c'est psychique et pas physique dans la première ligne. C'est la peur classique d'être submergé, c'est-à-dire se dire, mais si je lui pose la question, en fait, je ne suis pas armée pour répondre. Et si je lui demande comment ça se passe au niveau sexuel, alors que je sais très bien que ça devrait se passer, si je lui demande qu'est-ce qu'elle peut percevoir au niveau de sa fertilité, la perte de fertilité, alors que je n'ai pas de réponse, mais du coup, je ne vais pas poser la question. Or, il y a une double violence à ne même pas demander à quelqu'un s'il a quelque chose à exprimer et s'il a une souffrance à exprimer. Donc, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on a du mal à entendre en médecine. On est tellement formé à répondre que quand on ne sait pas répondre, on évite de poser la question, alors même que c'est déjà une reconnaissance. L'autre chose qu'on sait très bien faire, c'est la normalisation, c'est-à-dire tenter de réduire l'importance des choses, avec une façon d'emblée refermer le mouvement émotionnel d'abord pour soi et donc immanquablement pour l'autre qui voit bien qu'il n'y a pas de place. Autre chose sur laquelle on est très fort, c'est les réassurances prématurées ou les fausses réassurances, avec une affirmation positive qui va en général arriver avant même que le patient ait pu dire qu'il était inquiet. Et ça, c'est assez dysfonctionnel parce que le patient n'a pas le temps d'exprimer à fond quel est son souci et ce que ça lui fait, qu'on a plaqué une réponse toute faite par-dessus. Et puis, il y a la mise à distance non-verbale, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question qu'on va poser éventuellement en fin d'entretien, où le comportement qui, à l'évidence, n'est pas ouvert, les yeux qui vont se remettre sur l'ordinateur, enfin, toutes ces choses qu'il est complètement compréhensible de faire quand on est gêné, et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre les choses un peu en pratique pour voir comment on peut faire. Alors, juste pour clore un peu cette introduction, comment on peut faire? On va déjà se rappeler de la slide du début, qui sont toutes ces dimensions en fait, de l'intime et du sexuel qui peuvent être intégrées dans la santé sexuelle et le bien-être sexuel, et du coup ne pas s'arrêter strictement à l'évaluation des difficultés. D'abord parce que le champ est bien plus large, et ensuite parce qu'il est tout à fait intéressant, quand on explore ce qui ne va pas, d'explorer aussi ce qui va. Dans la mesure où on va pouvoir souvent s'appuyer sur ce qui va pour essayer d'aider à aménager ce qui est difficile. Donc, l'évaluation, l'interrogatoire, comme on dit médical, sur les difficultés sexuelles, c'est souvent extrêmement réducteur. Et donc, il va falloir explorer tout ce qui peut impliquer finalement une sexualité qui va bien, mais un patient qui est extrêmement fatigué ou douloureux. L'état psychologique, c'est évident que les difficultés émotionnelles n'aident pas. L'image du corps et l'estime de soi, ça on en reparlera samedi matin, mais c'est vrai que ça conditionne aussi beaucoup les choses, le support social, l'insertion, les autres préoccupations vitales, sur lesquelles on vient d'apprendre l'efficacité d'un traitement peut avoir un impact sur la sexualité, même si le reste va très bien. Et puis donc aussi, ne pas oublier d'explorer ce qui va bien. Et puis, en parler avec un savoir-être, qui est savoir respecter l'intimité et l'individualité. L'individualité est avant l'intimité parce que c'est souvent comme ça qu'on respecte l'intime. La sphère de l'intime a une surface différente pour chacun d'entre nous. Et respecter l'intimité d'un patient, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'a pas avant compris où était sa sphère d'intime et compris jusqu'où il était possible de parler de certaines choses et dans quel contexte. C'est ouvrir un dialogue et ne pas l'imposer. C'est la chose la plus importante qu'on va essayer de voir avec vous, c'est comment il est possible de se rendre disponible en fait pour parler des questions sexuelles.
en commençant très tôt, ça on va le revoir après, en chassant les idées fausses, parce que souvent il entraîne un certain nombre, sur notamment l'idée de contagiosité, et puis avec après l'idée que c'est une question qu'on ne va pas se poser une fois au début de la maladie, mais de manière itérative, et c'est quelquefois parce que le patient aura vu à 3 reprises qu'on était prêt à parler de sexualité, et la 4e fois il va le faire. Voilà, et puis juste une remarque un peu générale. C'est très bien que ça s'affiche là, parce que ça ne s'affiche plus du tout. Une remarque un peu générale, il y a quelque chose dans l'abord de la sexualité et de l'intimité qui est du registre de la préservation de l'individu, mais il ne s'agit pas de rajouter un challenge. Et essayer de demander à un patient s'il a une sexualité satisfaisante, il faut arriver à le faire de manière à ce qu'il n'ait pas le sentiment qu'il devrait avoir une sexualité satisfaisante. Et un peu comme les recommandations qu'on a aujourd'hui sur l'activité physique, sur la socio-esthétique, sur non seulement vous êtes malade, mais vous devriez reprendre le travail rapidement, faire du sport souvent, continuer et avoir le moral tant qu'à faire si possible. Donc ça, c'est voilà, il y a la manière effectivement pour que le patient n'ait pas ce sentiment-là. Sylvie, je vais finir parce que je ne vois plus rien.